Bonjour, bonjour à tous. Merci de regarder Gabon Première. Bienvenue dans l'entre-deux. C'est la sortie du week-end. J'espère qu'il a été pour vous. C'est donc un week-end qui démarre sur des chapeaux de roue. L'entre-deux pour ce lundi 22 janvier 2018 vous annonce bien sûr que c'est une journée importante et historique pour le Libéria car c'est aujourd'hui que George Weah va prêter serment en tant que président de la République de ce pays après avoir été footballeur, sénateur, aujourd'hui investi président de la République. C'est donc l'information majeure de cette journée en Afrique, mais également c'est la journée dédiée aux relations franco-allemandes. Donc c'est une journée qui est célébrée chaque année depuis 2003, depuis le 40e anniversaire donc de ce traité de l'Élysée. Voilà donc pour les quelques éphémérides ou alors les quelques événements marquants de cette journée. Bienvenue une fois de plus dans l'entre-deux. Et tout de suite, voici ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. Le dernier coup de pédale de cette 13e édition de la Tropicala Missa Bongo, c'était ce dimanche dans les rues de Libreville. Une étape longue de 140 km reliant Bikélé à la capitale gabonaise. Fin d'une semaine de course à travers les villes et villages du pays. Une fierté organisationnelle pour le Gabon, malgré la disqualification des 3 coureurs gabonais. Pour tricherie, Gabon Actu raconte que les 3 cyclistes gabonais se sont accrochés à une voiture d'escorte. Ils croyaient tromper la vigilance des organisateurs. Oh que non! Ils ont été démasqués et tout simplement disqualifiés pour s'être appuyés longtemps sur un véhicule pendant la course. Quel dommage! Autre équipe, autre discipline, mais assurément même ambiance morose. Les Lions indomptables Aprine du Cameroun se sont fait mettre à la porte du championnat d'Afrique des Nations de football samedi au Maroc. Les poulains de Rigobert Song sont tombés face à l'Angola 0-1, une défaite similaire lors de la première rencontre face au Congo, puisqu'il avait suffi d'un penalty pour les faire valser hors de la compétition. Espérons que le cœur récemment éprouvé par le vieux Rigaud saura tenir le coup après une telle déception. Et puisqu'on parle du Cameroun, c'était vendredi que l'étoile gabonaise, prix découverte RFI, Pamela Badjogo, brillait dans le ciel de la capitale camerounaise, Yaoundé. Un show organisé par l'Institut français qui l'a placé sur scène aux côtés d'une icône de la musique locale, Salignolo. Vert, rouge, jaune et vert, jaune et bleu ont flotté au rythme des balafons, guitares et voix suaves. Et puis, si vous ne le saviez pas, hier se célébrait la journée internationale des câlins. Tout ce qu'il y a de plus sain, bien sûr. Une journée est célébrée depuis plus de 30 ans aux États-Unis et s'est répandue depuis à travers le monde. L'objectif, encourager les amis et les personnes d'une même famille à se prendre dans les bras quelques instants. Sauf qu'aujourd'hui, elle s'est répandue à des câlins faits, même à des inconnus. Entre autres multiples vertus reconnues par les câlins, la baisse de la tension est placée en haut de la liste, avec l'amélioration de l'humeur. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et de gros câlins à tous. Merci, nous recevons ces câlins-là. On vous en fait également à vous qui nous regardez. On n'a pas pu se voir hier, bien sûr. Et pour cette après-journée de câlins, on vous fait de gros câlins. On parlait du Cameroun tout à l'heure avec cette sortie du CHAN. Et c'est le moment d'accueillir Madame Sport de cette émission, Nancy Pagna. Bonjour. Bonjour Blanche. Bienvenue. Je suis contente d'être là encore. Merci. On sait que vous avez la voix cassée. On imagine que le week-end a été chargé en termes d'activité. Je rappelle que vous êtes là pour nous parler de l'actualité au niveau du Han et le Cameroun et le CHAN et la CAN. Ça casse. Rien ne marche pour le Cameroun. Ce match, comme je le disais dans les émissions précédentes, le Cameroun voulait jouer ses finales contre les pays de la zone centrale, le Congo, le Gabon. Et le Cameroun a perdu contre le Congo. En conférence de presse, leur sélectionneur disait qu'ils étaient allés dans ce match comme victorieux. Au finish, ils ont perdu 22-29, ce qui place le Cameroun plus proche de l'élimination. Et ça va être une première depuis plus de 15 ans.
que le Cameroun ne va pas jouer un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc c'est déjà pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour le championnat avec les Lions indomptables à prime. Ça s'est également mal passé du côté du Maroc. Parlez-nous de l'équipe gabonaise. Ils avaient un match ce week-end. Ils étaient en repos ce week-end. Le dernier match, c'est contre le Cameroun, le pays voisin. C'est souvent une finale, c'est des matchs un peu particuliers entre Gabonais et Camerounais. Donc c'est le dernier match de poule pour le Cameroun et pour le Gabon. L'enjeu pour le Gabon, c'est bien sûr une victoire pour avoir un meilleur classement et croiser en quart de finale un pays qui est prenable, qui est jouable. Et le Cameroun, c'est pour sauver l'honneur parce qu'on le rappelle, le règlement stipule qu'au même nombre de points, c'est la confrontation directe qui est mise en avant. Et comme le Cameroun a perdu devant le Congo, même si le Cameroun gagne devant le Gabon, non, il n'y a pas de miracle à faire. c'est juste pour l'honneur. C'est juste pour l'honneur. Et le Gabon qui est d'office qualifié, vous nous rassurez une fois de plus. Oui, le Gabon est qualifié. Comme je disais, il joue pour un meilleur classement, pour prendre cette deuxième place de la poule A derrière la Tunisie. Dans le classement actuel, la Tunisie est première, l'Algérie est deuxième, le Gabon est troisième et il lui manque un match. Alors, en termes de programme de la journée ou alors du week-end écoulé, il faut dire qu'on a fait 2 jours sans se voir. Donc, peut-être le récap de ce qui s'est passé pendant le week-end. Hier, donc, il y a eu des rencontres. Je vais rappeler les scores. Il y a, dans la poule A, on a eu la rencontre Cameroun-Congo, justement, 22-29. Et la rencontre Tunisie-Algérie, c'était pas facile. 25 partout, l'Algérie que le Gabon a battu. Et il y a eu cette rencontre Maroc-RDC dans la poule B, c'était 33-28 pour le Maroc. Et la rencontre Égypte-Angola, elle a été très suivie parce que ce sont les cadors de la poule B qui pourraient être, en cas d'échec pour le Gabon aujourd'hui, entre les deux, il pourrait être l'Angola surtout pourrait être le prochain adversaire du Gabon. Donc le score c'est 25-20 pour l'Égypte. Aujourd'hui, il y a encore des matchs. Le dernier match de poule pour la Tunisie, c'est contre le Congo. Il s'est joué à 13h. Il y a le match du Maroc-Nigeria qui va passer à 15h, Égypte-RDC, ça c'est la poule B, à 17h et Cameroun-Gabon, 19h. Voilà, donc Cameroun-Gabon, 19h, tout le monde sera devant les écrans et bien sûr, nous allons faire le déplacement pour le Palais des Sports. J'espère que votre voix vous permettra de crier très fort. Je ne suis pas supporter. Allez les Panthères, vous ne pouvez pas y échapper, vous portez le vert, jaune, bleu, donc forcément vous êtes supporter d'une façon ou d'une autre. On va chercher des personnes qui portent le vert et le jaune, comme ça je suis déjà en bleu, on va compléter le drapeau. Alors on ne peut pas finir cette rubrique sportive sans faire un clin d'œil à la Tropicale Amissa Bongo qui s'est refermée hier avec le président de la République qui a donc remis officiellement les trophées aux vainqueurs. Oui, c'est une belle cérémonie, surtout qu'il y a eu un Africain encore qui a gagné. Voilà, le Rwandais. C'est la 13e édition. Ça s'enchaîne, les sélections africaines venaient pour apprendre aux côtés des équipes professionnelles. Aujourd'hui, elles montrent qu'elles ont de la valeur, elles montrent qu'il y a du travail qui est fait, notamment au Rwanda, en Érythrée et au Maroc. Le bilan n'est pas très réluisant, malheureusement, pour les équipes gabonaises. Oui, bien sûr, mais toujours, je refuse moins de pointer du doigt les sportifs. Quand on sait qu'ils ont une très mauvaise préparation, les années s'enchaînent, rien n'est fait pour que ça s'améliore. Donc voilà, c'est forcément les dirigeants en matière de sport, mais également les dirigeants à la tête de cette fédération de cyclisme. Voilà, donc il est temps de faire quelque chose. On ne peut pas organiser un événement et malheureusement, on n'arrive même pas à s'en sortir avec une étape de gagner. C'est quand même triste. Alors Nancy, on vous retrouve donc demain pour avoir les résultats de la journée d'aujourd'hui et bien sûr le programme. Les affiches des quarts de finale. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Merci de nous avoir donné ces quelques informations. Le thème du débat du jour, on parle des délivrances aujourd'hui dans les églises. Est-ce qu'il s'agit de pure mise en scène ou alors de véritable intervention divine? C'est donc un thème qui nous a été inspiré par une vidéo que j'aimerais que vous regardiez. Elle est sur les réseaux sociaux et elle nous a interpellés. Regardez-la, elle dure juste quelques secondes et après on revient pour savoir qui est l'invité de ce jour. Pour vous présenter notre invité de ce jour, du moins le premier, Rodrigue Minsa. Vous êtes coach en développement personnel. Bonjour et bienvenue.
Bon début de semaine déjà. On parlera de vos activités en termes de coaching. On parlera également de la journée qui a été célébrée hier, à savoir la journée internationale des câlins. On sait que le point affectif a une part très importante en ce qui concerne votre coaching. Mais peut-être intervenir sur le thème du jour, tout d'entrée, puisque vous avez eu à voir la vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, les séances de délivrance, si on peut les appeler ainsi, dans les églises, est-ce qu'il s'agit plus de mise en scène ou alors c'est véritablement des manifestations divines en images, par exemple, comme ce qu'on a vu tout à l'heure? Bon, je ne saurais pas trop quoi dire. Je dirais quand même qu'il y a des mises en scène dans plusieurs églises, mais il y a aussi la manifestation de la puissance de Dieu qui s'exerce dans les églises. Mais on peut dire qu'il y a certaines églises que je peux considérer comme étant quelque chose d'anormal. Anormal. Et je dirais également qu'il faut que l'Église puisse réellement comprendre le véritable besoin aujourd'hui de leurs brebis. Le besoin ne se trouve pas au niveau de la délivrance, mais c'est plutôt un problème de mentalité. Voilà. Est-ce que justement ces pasteurs-là ne misent pas en point de personne, bien sûr, mais est-ce qu'en voyant des images comme ça, ils ne misent pas un peu sur l'effet waouh, l'effet de show, faire un spectacle, et c'est ce qui appellerait plus de brebis, comme vous dites? Bon, les Africains aiment le spectacle. Ceux qui vont dans de pareilles églises sont aussi des spectateurs. Donc moi, je ne me vois pas en train d'aller dans une telle église où il y a ce spectacle. J'appelle ça, c'est du spectacle. Alors, on va revenir à ce qui vous amène sur ce plateau. C'était hier la journée internationale des câlins. On a pu vous suivre dans une séance de coaching. Déjà nous dire de façon brève en quoi consiste votre métier. On sait que vous êtes un coach en développement personnel, mais qu'est-ce que vous développez chez la personne? Alors, mon métier consiste tout simplement à aider les gens à pouvoir s'épanouir. Parce que notre société aujourd'hui manque des personnes qui sont épanouies. Les gens sont tellement blessés, frustrés, que, comme je dis toujours, une âme qui est blessée, ça comprime en fait l'intelligence de l'homme. Donc si on veut amener une personne à déployer son intelligence, il faut qu'on l'aide à pouvoir guérir d'abord de ses blessures émotionnelles. Voilà pourquoi je prône sur l'amour, parce que l'amour est ce qui donne un sens à la vie de l'homme. On va donc permettre aux téléspectateurs de suivre. C'est un petit bout d'une séance de coaching que vous aviez avec des étudiants d'un établissement ici à Libreville. On regarde et on revient juste derrière. Votre devenir ne dépend nullement des gouvernants. Votre devenir ne dépend nullement de vos parents. Votre devenir ne dépend nullement des universités dans lesquelles vous avez appris. Mais votre devenir dépend de la prise de conscience de qui vous êtes. Si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes déjà mort. Nous avons tendance à dire, bon, moi, j'ai tendance à dire que tout ce que je fais c'est dur. Tout pour moi c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Tant bien vrai que la chose face à moi est simple. Mais ma question, c'est de savoir quelle est la méthode à appliquer, à savoir qui je suis et comment me réaliser. Fermez les yeux s'il vous plaît. Laissez-vous emporter par cette musique. Et ensemble, nous allons repartir dans notre enfance. Dans ce voyage, nous devons repartir dans notre enfance. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous a frustré de votre enfance à ce jour. Vous allez vous rendre compte des grands personnages qui impactent le monde. Ce sont des personnes qui ont fait face à une frustration, à une blessure. Et à cause de la blessure, à cause de la frustration, ils ont dit, je vais changer ça. Personne n'essayera de vous comprendre. Et ne perdez même pas votre temps pour vous faire comprendre. Faites
des choses comme cela se doit. Tôt ou tard, les gens finiront par reconnaître votre valeur. Les difficultés ou les événements sont neutres. Les événements ne sont ni bons ni mauvais. Mais la nature des événements dépend de votre façon de percevoir ou de vos croyances. Si tu crois qu'un événement est bon, il devient bon. Si tu crois qu'un événement est mauvais, il devient mauvais. Alors, on a là quelques images et quelques expressions et mots que vous utilisez. Vous parlez beaucoup d'introspection et vous semblez penser que le changement des événements dépend d'abord de la personne elle-même. Oui. Il faut dire, le devenir d'une personne dépend de la prise de conscience. Si tu n'es pas conscient de qui tu es, de ce que tu veux, il est impossible pour toi de pouvoir réussir. Parce que la réussite, c'est d'abord une prise de conscience de la personne que tu es. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'il y a des gens qui veulent réussir, mais ils n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Or, ce qui permet à un homme de pouvoir aller vers la réussite, c'est l'amour que tu as d'abord pour toi-même. Mais si tu n'as pas l'amour pour toi-même, il est impossible de pouvoir donner le meilleur de toi. Donc, en fait, la base, c'est d'abord s'aimer soi-même. La base, c'est de pouvoir s'aimer soi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer l'action que tu vas poser. Parce que c'est l'amour que tu as de toi-même qui te permet de poser un certain nombre d'actions. Ça t'impose une discipline. Alors, quels sont les types de personnes qui font appel à vous? Je veux dire, est-ce que c'est une personne lambda? Est-ce que c'est dans un cas de figure particulier qu'on a besoin d'un coach en développement personnel? À quel moment est-ce qu'on a besoin de vous? Il faut d'abord dire, ce que je fais, ce n'est pas un job. Je considère cela comme étant une mission, une responsabilité. Et c'est là de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Parce que j'ai beaucoup manqué, j'ai beaucoup souffert d'une carence d'affection. Mon père, je l'ai connu avec beaucoup de retard, donc j'en ai souffert du manque d'affection. Donc, voyant cette situation, je me suis dit, tiens, Rodrigue, il n'y a personne dans ce monde qui soit capable de mieux parler les choses comme toi, vu que c'est toi qui as vécu la chose. Alors c'est de là où est venu le rêve de dire, il faut que je réponde aux besoins de cette société. Mais je n'essaye pas de répondre aux besoins de cette société en prendre des choses de l'extérieur. Je me dis, j'ai un parcours, j'ai vécu un certain nombre de choses. Alors j'ai appris à tirer des leçons dans tout ce que j'ai vécu. J'ai appris à comprendre un certain nombre de choses qui se sont déroulées dans mon passé. Et c'est ce qui fait ma personne. Alors, je ne fais pas un tri. Pourquoi ? Parce que le devenir de ce pays, le Gabon, dépend de la prise de conscience de chaque individu. Chaque individu dans ce pays, le Gabon, doit contribuer au développement de ce pays. Si chaque personne ne se lève pas et prend conscience de qui il est, eh bien, rien ne changera. Alors, je touche chaque type de personne. Et donc, votre méthode, c'est principalement des séances comme celles qu'on a vues. Oui. Vous n'avez pas une autre méthode de travail, peut-être des exercices, je ne sais pas. Il y a plusieurs types d'exercices, tout dépend de l'objectif. Chaque objectif révèle un exercice. Si par exemple, pour une personne qui souffre d'une carence d'affection, eh bien, généralement, une personne qui souffre d'une carence d'affection, généralement, je mets la personne face à ses parents. Si tu n'as pas connu l'amour de ton père, eh bien, je te mets face à ton père. Et s'il ne vit plus, par exemple? S'il ne vit plus, il y a toujours des gens. Je demande à ce que la personne puisse imaginer en train de prendre son père dans ses bras tout en ayant des yeux fermés et vivre l'instant présent. Alors, la personne va vivre un certain nombre de choses qui, de manière psychologique, va résoudre un certain nombre de choses. Alors, vous parlez donc de ces exercices, mais effectivement, dans ce que vous dites, on se rend compte que chaque cas peut être différent. Vous pouvez avoir une assemblée de 10 personnes et chacun a un problème différent. Est-ce que c'est la même méthode pour tout le monde ou alors vous prenez au cas par cas? Il y a ce que l'on appelle le coaching de masse et le coaching individuel. Alors, lorsqu'on a un coaching de masse, on est obligé de faire vivre l'ensemble de toutes ces personnes qui sont autour de nous à même exercice. D'accord. Voilà. Et le coaching individuel va de façon très ciblée. Voilà.
Ok, on va donc aller à table. J'espère que vous n'avez pas encore déjeuné. Je vous amène à la rencontre du chef Michel Colorec de l'école La Toque Noire, c'est en Ngonje. Il est en compagnie de Léa Virginie. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Léa? Bonjour. Bonjour Blanche, bonjour à tous. Cet après-midi, nous allons assister à une démonstration culinaire d'un plat simple, vraiment facile à cuisiner avec notre chef, le chef Michel de l'école supérieure de cuisine La Toque Noire. Bonjour chef Michel. Bonjour, Vous allez bien aujourd'hui? je vais bien, merci. Tout va comme vous voulez. Tout va bien. Alors chef Michel, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comme disait Salvador Dali, je vais vous réaliser une œuvre sortie tout droit de mon imagination transcendantale. C'est un plat que j'ai imaginé et élaboré à partir de produits gabonais. J'espère qu'il plaira à tout le monde. Alors donnez-nous d'avoir envie de cuisiner ce plat. Il est fait à base de quoi? Alors, ce plat est fait à base de gombo. Vous remarquerez que c'est le gombo local. Ensuite, nous avons du poisson fumé, c'est du mulet, des oignons, des tomates, un peu d'huile. Et ici, nous avons une petite préparation que j'ai réalisée à base de glutamate, de curcuma et d'autres ingrédients. Donc, le début de la recette, nous allons faire pocher nos gombos dans de l'eau, assaisonner notre eau. Vous regardez, la petite couleur jaunâtre va être transférée au gombo, ainsi que les saveurs des assaisonnements. Donc, nous allons laver nos gombos entiers. Ensuite, nous allons équeuter les gombos. C'est un gombo qui doit être très tendre. Et pour savoir s'il est assez tendre, vous n'avez qu'à casser le bout du gombo. Voilà. Alors, les gombos sont pris entiers et nous allons les tremper dans notre bouillon pendant environ 15 à 20 minutes. Ensuite, nous allons faire des petites rondelles, pardon. Nous allons les couper en rondelles. Voilà. Sur ce, nous allons mettre notre poêle sur le feu avec un peu d'huile, un peu de sel et nous allons prendre nos rondelles. En même temps, ce que nous allons faire, nous allons juste marquer notre poisson. Pour retourner nos oignons, nous allons utiliser une spatule de pâtissier intacte. Nous allons également faire des rondelles de tomates que nous allons faire griller. Et maintenant, nous allons laisser tranquillement mijoter nos petits ingrédients et nous apprêter à faire notre dressage. Nous allons commencer par égoutter nos gombos. On va les retirer de l'eau. Et voilà. Ensuite, nous allons prendre les autres éléments. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un peu de notre jus de cuisson. Avec un peu d'huile. Voilà. Ceci va être notre vinaigrette. Vous rajouterez un jus de citron si vous voulez un peu d'acidité. Dans le cas contraire, ce sera parfait ainsi. Et pour une petite touche de fraîcheur, un peu de persil.
Alors cette entrée, vous pouvez l'accompagner avec du pain. Voilà. C'est prêt à être dégusté. C'est une recette aventureuse et ça donne vraiment l'envie de tenter l'aventure de la dégustation. C'est une recette, comme je disais, tout droit sortie de mon imagination. Oui. Et elle me plaît assez parce qu'elle utilise tous les produits du terroir. Essayer de mettre un peu en valeur, comme je disais, nos produits. Oui. Le mulet est un poisson qui est beaucoup pêché ici au Gabon, mais qui est utilisé pratiquement, quasiment pas D'accord. dans nos restaurants. Ok. Alors, chef Michel, peut-être avant de passer à la dégustation, vous me permettez de vous poser une question? Bien sûr. Quelle est l'une des qualités d'un bon chef de cuisine? Je pense que la plus grande qualité, c'est d'être passionné. Oui. Personnellement, il y a des jours où, quand j'ai une idée, je peux passer les nuits blanches. Pendant toute la nuit, je cogite sur des recettes qui vont sortir de... D'accord. Voilà. Et en parlant d'idées, j'aimerais bien avoir l'idée du goût de ce plat. Mais bien sûr, mélanger chaque élément. C'est toujours mieux quand tous les éléments sont combinés. Au moins, vous avez un goût d'ensemble. On ressent chaque détail au fur et à mesure que l'on... Je m'inspire beaucoup des grands chefs européens. Et parmi l'un d'eux, il y a quelqu'un qui disait « Soyez généreux dans vos assaisonnements, dans votre cuisine. Les clients n'en seront que mieux servis. Ils seront satisfaits de ce qu'ils ont. » Alors merci chef Michel pour ce plat. Je vous en prie. Merci pour vos techniques, pour vos leçons, chers téléspectateurs. Je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bon appétit chez vous. Bon Chef appétit. Michel. On continue notre On dégustation. continue notre dégustation. Avec plaisir. Quelle belle aventure. Bon appétit Léa, à demain. On espère vous retrouver toujours avec le même sourire et le même appétit surtout. Le thème de débat de ce lundi 22 janvier, les délivrances aujourd'hui dans les églises sont des mises en scène ou alors de véritables interventions divines. Les réactions à travers les réseaux sociaux, notre page Facebook, mais également le numéro de téléphone au bas de votre écran. Sibylle nous écrit depuis Libreville par rapport à cette vidéo, c'est clair que c'est de la mise en scène. Une chose est sûre et que Dieu agit toujours, mais beaucoup, voyant que les populations sont avides de miracles, de délivrance et d'interventions divines, ont fait de Dieu leur business. Ils vont chercher des options, des potions magiques pour mystifier les gens et se faire de l'argent avec les dîmes et les offrandes du peuple qui est aveuglé par leurs pratiques obscures, et ce genre de mise en scène convainc les gens malheureusement. Voilà, donc c'est le message d'une téléspectatrice. Faites comme elle, réagissez sur notre page Facebook, bien sûr, l'entre-deux officiel, c'est écrit juste en bas. Nous sommes toujours avec le coach Rodrigue, on parle donc de cette journée qui s'est célébrée hier, et on remarque qu'effectivement, la culture du câlin, des étreintes, elle n'est pas très ancrée chez nous en Afrique. Oui, effectivement. Les gens n'ont pas cette culture au niveau de l'Afrique, et je dirais plus précisément au Gabon, pour la simple raison, dans notre culture gabonaise ou africaine, on n'a pas habitué les parents à savoir enlacer leurs enfants, et ce qui crée d'énormes distances entre les enfants et les parents. Et des gens au niveau de l'Afrique, ils confondent. Ils se disent, manifester de l'amour à un enfant, ça veut dire qu'il ne faut plus être rigoureux. Il faut savoir, de l'autre côté, avoir de la rigueur et de l'autre côté, avoir de la douceur. Ce sont ces deux éléments qui permettent à un enfant de pouvoir avoir de la stabilité émotionnelle. Et vous utilisez beaucoup cette technique dans votre coaching? Oui, j'estime que c'est un élément extrêmement important qui permet à ce que je puisse me connecter avec des gens qui viennent prendre part à mes formations. Alors, certains peuvent trouver cela peut-être pas bizarre, mais vu notre culture, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas vraiment habitué à cela. Et certains pensent que ça pourrait pervertir, surtout avec les dérives sociales qu'on observe aujourd'hui. Le contraire. Ça permet à une personne de pouvoir se sentir bien au fond. Il y a des gens qui n'ont jamais eu cette possibilité d'être pris dans les bras par leurs parents, par leurs amis. Alors, par
par ce type de séances de coaching, ça les permet en fait de pouvoir identifier leurs véritables besoins. Quelles ont été les expériences les plus marquantes que vous avez eues ou alors les témoignages les plus marquants que vous avez eus en tant que coach, que vous avez déjà connus depuis le début de votre carrière? Alors, tous les jours, je rencontre des gens qui sont extrêmement blessés et qui s'ouvrent à moi. Pour moi, tous les jours, les personnes se confient à moi. Et pour moi, il n'y a pas un moment un moment où une expérience ne soit pas marquante pour moi. Donc, pour retenir en définitive, votre méthode est plus basée sur l'amour, l'affection, le partage. Oui. Merci beaucoup, coach Rodrigue, d'avoir été avec nous. On va continuer à lire les réactions qui nous parviennent à l'instant. Frédéric, toujours sur Facebook, nous dit que ce sont de très bons acteurs, parlant bien sûr de ces pasteurs. Ils sont de bons acteurs pour les anciens succès de Nollywood. C'est son avis. Get Minga nous dit ça relève vraiment du spectacle. C'est à croire même que les gens y vont surtout pour se divertir. Plus le pasteur est faiseur de spectacle original et démesuré, plus la foule est derrière lui. Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Les gens courent vers le wow. Lionel Ashton Mbina depuis Libreville. Il ne s'agit pas de mettre en doute l'existence du divin, car il est vrai que face à des images comme celles que nous avons vues, nous sommes tentés de nous poser la question qui suscite ce débat. Cependant, vu la méthode de délivrance de ce pasteur, il a bien mis entre guillemets, cela ressemble à des scènes de spectacle. Quelqu'un qui est véritablement habité par la puissance de l'Esprit Saint ne s'agite pas autant pour délivrer une personne qui serait possédée par un ou des mauvais esprits, car des simples paroles suffisent pour chasser l'esprit qui serait impur. À défaut, une imposition de main, on comprendrait. Sur ce sujet même, Jésus lui-même a fait jouer la puissance de la parole et ne s'est jamais montré en spectacle selon les Saintes Écritures. Cet homme sur la vidéo, comme les autres pasteurs bien sûr qui en font un peu trop, semble manquer d'humilité. En un mot, c'est l'avis de notre téléspectateur Lionel Ashton Mbina. Faites comme lui, réagissez sur notre page Facebook. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette première de la semaine. On parlait avec vous de l'importance de l'affection, des câlins au lendemain de cette journée internationale des câlins. On espère vous revoir bientôt. Une actualité peut-être du coach Rodrigue? Alors, tous les samedis, du côté de l'école pilote de secrétaire d'informatique, 6 à STFO, j'organise des formations sur le développement personnel chaque samedi, dès 12h à 14h30. D'accord, merci beaucoup. On a d'autres réactions qui nous parviennent. On va les lire rapidement avant d'accueillir Irène pour la rubrique Comme à l'école. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on parle de comment réussir en entretien d'embauche. C'est une question très importante et en plus d'actualité. Bonjour, mes encouragements pour l'émission. Merci à ce téléspectateur. Bonjour, c'est maman Élise depuis Koulamoutou. Soyons prudents face à ce genre de pratique. J'estime que le chrétien n'a pas besoin de tout ce spectacle, il y a de l'abus. Merci beaucoup maman Élise depuis Koulamoutou et on salue d'ailleurs toute la population de ce côté-là. C'est le moment d'accueillir Irène Dembé de l'autre côté pour Comme à l'école. Voilà, on parle donc de cette réussite pour un entretien d'embauche. Et c'est avec Irène. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Bon début de semaine à vous. Merci. C'est un Bon plaisir début de vous semaine retrouver. également. J'espère que le Plaisir week-end a partagé. été
Excellent. Voilà, merci. Alors, on parle donc de comment réussir un entretien d'embauche. Il faut dire que vous avez forcément envoyé des CV, des curriculum vitae dans plusieurs entreprises. Vous avez été reçu, du moins par téléphone peut-être. Votre CV et votre lettre de motivation ont été reçus et donc il manque cet entretien d'embauche pour finaliser peut-être votre futur emploi. Comment on doit s'y prendre? Il s'agit de 2 étapes aujourd'hui. Voilà, vous en parliez à l'instant, c'est une étape décisive. Il faut dire que le recruteur a eu préalablement entre les mains votre CV, votre lettre de motivation. Il convient maintenant de prendre une décision. Il a votre cursus. Eh bien, il vous reçoit en entretien. Je vais répondre à votre question, Blanche. 2 étapes. Il faut bien entendu préparer cet entretien d'embauche. Et puis, il y a l'attitude à adopter le jour J. Alors, il faut préparer cet entretien, il faut un maximum d'informations sur l'entreprise. Vous allez être reçu par une structure, eh bien, il faut savoir un maximum de choses sur cette structure. Est-ce qu'elle a cette structure, des activités précises, les produits, les services, le fonctionnement, savoir quelles sont également les attentes du recruteur. Je postule pour un emploi de vendeur, mais quelles sont les compétences attendues? Qu'est-ce que celui qui recrute attend de moi? Véritablement, il faut que je me prépare pour répondre à ce type de questions. Qu'est-ce qui ferait de moi le candidat idéal pour ce poste? Ce que l'on doit savoir, c'est que le recruteur a besoin de cet entretien pour se faire une idée de qui vous êtes. Et l'élément fondamental, c'est est-ce que le candidat est motivé? Parce que la motivation en termes de travail est quelque chose de véritablement important. Maintenant, c'est le rapport à l'autre aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a le contact facile, s'il s'agit par exemple d'un agent commercial que l'on veut recruter? Donc, préalablement, lorsque vous préparez votre entretien, il faut vous poser ce type de questions. Au-delà des atouts, de vos forces, il y a également l'argumentaire qu'il faut préparer. Vous allez être devant quelqu'un, un recruteur, mais qu'allez-vous pouvoir dire à ce recruteur? Eh bien, il y a des questions qui sont des questions, on va dire, conventionnelles, classiques. Parlez-moi de vous. On peut vous poser cette question d'entrée de jeu. C'est un élément qui peut arriver. On va vous demander quelles sont vos qualités et qu'est-ce qui ferait de vous le candidat idéal s'agissant de ce poste. Donc, il faut véritablement se préparer. Bien entendu, il y a des questions qui arrivent de façon classique, mais le recruteur peut également sortir de ce cadre et vous poser des questions. La semaine dernière, Blanche, nous parlions de culture générale. Voilà, il peut également vous parler d'actualité, vous poser des questions de ce genre. Du secteur d'activité véritablement s'armer, il faut être préparé à affronter, ce n'est qu'une image, ce recruteur, et mettre toutes les chances de notre côté. Donc, il faut bien se préparer. Et puis, il y a l'attitude à adopter le jour J. Alors, avant de passer au jour J, peut-être récapituler pour la première étape, donc la préparation en amont. Alors, on a souvent des personnes qui bourrent, entre guillemets, le CV. Vous n'avez peut-être pas toutes les compétences que vous dites avoir sur votre CV ou dans votre CV. Il serait donc peut-être question de leur donner quelques Alors, il faut astuces. être sincère, il faut dire la vérité, ne mettre que des éléments qui sont justes, parce que le recruteur peut décider de mener sa petite enquête. Et puis, lorsque vous serez face à lui, vous pouvez être mis au dos du mur. Surtout que la compétence vaut toujours mieux que ce qui est écrit justement, sur le papier. et on n'a pas envie d'employer quelqu'un qui serait un fiefé menteur. Voilà. Alors, donc, il faut véritablement la sincérité, il faut être crédible. C'est un élément important en termes d'emploi, parce que lorsque moi, je recrute, j'ai des attentes, j'ai des objectifs, et je regarde votre profil pour savoir s'il y a une concordance. Si vous ne faites pas l'affaire, eh bien, je mets votre dossier de côté. Et j'ai bien aimé aussi le fait de se documenter sur l'entreprise et les activités de l'entreprise en question. Justement. Il y a des personnes qui vont à un entretien d'embauche et ils ne savent même pas ce que fait l'entreprise en matière. Comment pouvez-vous donc travailler dans une structure que vous ne connaissez pas? Voilà, surtout peut-être demander un poste de commercial. Vous êtes un commercial d'une entreprise, vous ne savez même pas quel produit mettre en avant. Ce serait quand même assez dommage. Voilà. Alors, le jour J, il faut être à l'heure. La ponctualité est un élément véritablement important et nous allons avoir des éléments en visuel. La tenue vestimentaire. Voilà, comme le disent les anglo-saxons, il y a le dress code. On ne s'habille pas de n'importe quelle façon lorsqu'on est devant quelqu'un qui est censé vous donner un emploi, vous recruter. Eh bien, des tenues sobres, classiques, pas
d'extravagance, hein, une chemise bien repassée, une jupe qui n'est pas une mini-jupe, et puis pas de maquillage outrancier. Ce ne serait pas intéressant d'avoir On une aurait peut-être attitude l'impression qui que ne vous serait essayez pas- de mettre en avant Voilà. autre chose que votre intelligence et votre savoir. Malheureusement, ce ne serait pas porteur de se comporter de la sorte, de venir pour une jeune fille habillée de façon véritablement... Voilà, juste préciser que se vêtir de façon propre et adéquate ne veut pas dire forcément s'habiller chèrement. On peut s'habiller de façon modeste, Absolument. mais être élégante et propre et responsable surtout. Une chemise bien repassée, Voilà. propre, voilà, vous ne montrez pas des parties qui ne sont pas utiles au regard pour les femmes, et pour un homme, être convenablement habillé. Il faut dire que la politesse est également de rigueur. Lorsqu'on entre dans la salle, on dit bonjour aux recruteurs. S'agissant des réponses, elles doivent être claires et organisées. Il faut s'exprimer correctement. Autre élément important, Blanche, il faut parler de façon correcte. Si vous dites lui à la place de le, à la place de là, il y aura bien évidemment ça, des c'est clair. problèmes à ce niveau. Évitez le langage familier. Il faut vous voyez, hein, la personne que vous avez en face de vous, et puis lui dire pourquoi vous êtes le candidat idéal. Et à la fin de l'entretien, il faudra le remercier, donc remercier ce recruteur parce qu'il a pris la peine de vous écouter. Parlant de l'attitude et de la posture, il ne faut pas afficher une nonchalance, hein. On n'a pas besoin d'un employé qui serait quelqu'un qui ne serait pas sérieux, donc une attitude correcte, une posture Non plus l'arrogance, droite. hein. Il ne faut pas, non plus être d'arrogance non arrogant. plus, n'entrez pas dans ce bureau les mains dans les poches. Ou alors vous Bien vous asseyez, sûr, vous ne croisez les rabrouez jambes. pas la personne qui vous reçoit, ce ne serait pas Voilà. judicieux, ce ne serait pas correct. Ne vous affolez pas, hein. Gardez votre calme, répondez posément aux questions du recruteur. Voilà comment on mène à bien un entretien d'embauche. L'objectif étant pour celui qui vous recrute de savoir si vous êtes véritablement le candidat idéal, si vous êtes motivé, parce que la motivation est quelque chose qui compte véritablement. Vous êtes motivé, vous avez les compétences adaptées à l'emploi, et si vous vous comportez de cette façon-là, vous aurez une chance de véritablement décrocher cet emploi. Voilà. Donc ce sont des éléments à ne pas du tout négliger lorsqu'on postule voilà, pour un emploi. Donc en résumé, il faut déjà une préparation en amont, c'est-à-dire prendre quelques informations sur l'entreprise, même sur le poste pour lequel vous postulez. Il faut également être bien vêtu, il faut être poli. Par exemple, vous pouvez arriver et trouver une file d'autres personnes qui viennent pour l'entretien, leur dire bonjour, ne pas se dire qu'on est des concurrents. Il faut pouvoir se dire bonjour. Il faut être sûr de soi, mais sans être arrogant. Il faut savoir convaincre, montrer du dynamisme, montrer qu'on a de la suite dans les idées et surtout de la répartie. Hein, Justement, c'est la réactivité, le sens de la répartie, parce que celui qui vous a en face de lui veut savoir si vous êtes quelqu'un de créatif. Hein. Il peut vous poser une question qui apparaîtrait comme étant une colle, juste pour voir comment vous analysez, comment vous réfléchissez. Voilà, il ne faut pas se dire oh, c'est déjà foutu pour moi. Il faut toujours croire jusqu'à la fin de l'entretien, d'ailleurs jusqu'à ce que la réponse définitive arrive. Il faut croire que ça aura marché. Alors Irène, merci déjà pour ces conseils. On voudrait, vous savez, hein, votre avis, j'y tiens toujours, sur le thème du jour, les églises aujourd'hui et les séances de délivrance. Est-ce que pour vous il s'agit plus de mise en scène ou alors c'est vraiment l'onction ou l'intervention divine qui pousse les personnes? On va dire qu'il y a beaucoup d'exhibitions, malheureusement. Je ne suis pas en train de dire que tous les pasteurs ne disent pas la vérité. Hein. Il y en a qui sont sincères, il y en a qui font dans le spectacle, dans l'exhibition, à des fins, on va dire, inavouées. Hein. Je crois qu'on a tendance à voir le mal partout, malheureusement. Je parle de l'individu, je parle du fidèle, de celui qui irait dans une église. Il s'agit peut-être de problèmes psychologiques que vous avez peut-être besoin, vous avez reçu un coach en développement personnel. Il ne s'agit peut-être que de développement personnel, hein. Prendre la peine de faire comme le disaient les philosophes à l'époque, hein. Connais-toi toi-même. Est-ce que vous prenez la peine de savoir qui vous êtes? Si vous êtes en situation d'échec, est-ce que ce sont des raisons, on va dire, interne? Est-ce qu'il s'agit de votre attitude, de vos défauts? Êtes-vous paresseux? Avez-vous tendance à tout remettre au lendemain? Donc ne voyez pas le mal partout, ne voyez pas le diable partout. Analysez froidement votre existence pour savoir ce qui ne va pas. Vous sortez peut-être d'une situation difficile, un divorce. Alors,
qu'est-ce qui est à l'origine de cet échec s'agissant de ce mariage? Il y a peut-être Vous n'arrivez pas à faire des d'enfants, défaillances allez d'abord à l'hôpital, de part peut-être. et d'autre. Donc, il faut analyser froidement la situation et trouver des solutions plutôt que de se jeter. Parce qu'il y a malheureusement des personnes malveillantes qui profitent de la naïveté, de la crédulité et de la détresse des individus. Donc, Bien c'est sûr. véritablement faire preuve de discernement. C'est vrai que lorsqu'il est question de croyance, de conviction intime de l'individu, c'est véritablement délicat, mais il faut faire attention. C'est délicat, mais avec la pléthore d'églises qu'il y a aujourd'hui, forcément, il faut faire attention. On ne dit pas que dans toutes ces églises, il n'y a pas de Dieu, mais forcément, à un moment, il faudrait savoir où est-ce que je mets les pieds. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Pourquoi j'y vais? Il y a des personnes qui vous font 5 églises différentes ou 5, je ne sais pas, congrégations ou comment ça s'appelle, par an. Et après, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu cherches? Alors, si vous le permettez, Blanche, Oui. j'aimerais dire qu'il faut le discernement. Vous êtes dans une église, une assemblée, ou peu importe comment vous appelez le rassemblement dans lequel vous êtes, mais il faut observer les valeurs qui y sont véhiculées. Est-ce que celui qui vous prêche la bonne parole ou la bonne nouvelle est quelqu'un qui est attaché à l'argent? Alors, s'il ne parle que d'argent, cela signifie qu'il s'écarte du message qui est prescrit par la Bible, qui est un livre que nous avons tous, à un moment donné, eu l'occasion de lire. On parle de charité, on parle d'aider la veuve et l'orphelin. Est-ce que celui qui est face à moi, celui qui me prêche l'évangile tous les jours, ne parle que d'argent qu'il devrait recevoir? Je crois que c'est également un élément qui devrait interpeller celui qui se rend dans une église. Alors, on a des réactions de téléspectateurs. Bonjour, réussir un entretien d'embauche, même s'il ne parle pas du thème, on lira quand même son SMS. C'est bien beau d'en parler, mais au Gabon, cela ne suffit pas. Je pense que vous avez oublié un aspect, le caillou, pour que votre CV ne se retrouve pas chez Maman Gâteau, si vous pouvez en parler. Ghislain Ando qui nous écrit, on parlera forcément de cette question, mais peut-être pas aborder cela dans le sens du chômage, mais aborder cela dans le sens de l'auto-emploi et de ce qui pourrait booster. D'ailleurs, le prochain invité de cette émission, on en parlera avec lui. Bonjour, Joël depuis le sud de la France. Félicitations pour votre émission. Merci. Je pense que c'est la misère qui est à l'origine de ce genre de choses. Une personne stable familialement et socialement intégrée ne peut pas tomber dans le piège de ces pasteurs gourous. Merci et salut à toute la population gabonaise de France. Merci à vous, Irène, d'avoir été là. On espère vous retrouver demain, bien sûr. Déjà, peut-être nous donner le thème. La garde alternée des enfants. Ah, la garde alternée des enfants en cas de séparation, en cas de divorce ou même pour les couples qui étaient juste concubins et qui finalement se séparent. Qui doit garder les enfants? Je pense que c'est de cela qu'on parlera. Et comment le faire, les relations entre l'homme et la femme lorsqu'il y a une séparation, même s'il y a eu des tensions? Alors, comment doit-on se comporter? Doit-on se parler encore? Doit-on prendre encore du temps pour parler de notre enfant? Nous allons aborder cette question Voilà, c'est demain. très important parce que finalement, l'enfant se retrouve au milieu et c'est malheureusement lui qui souffre le plus. Donc demain, avec Irène, on parlera donc de la garde alternée des enfants, comment le faire, quels sont les moments et la meilleure façon de le faire. Merci encore une fois de plus Irène, on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à Et vous. donc on vous permet de regarder avec nous le geste quotidien. Aujourd'hui, on parle de la planche à découper, c'est très important pour vous mesdames en cuisine. Quelle planche à découper sur le point hygiénique, sur le point de la santé, mais également sur le point culinaire. On regarde et on se retrouve juste sur le côté avec notre invité de ce jour. S'il y a un objet que l'on utilise quotidiennement dans la cuisine, c'est la planche à découper. L'entretenir au mieux et la garder impeccable est important, mais ce qui est plus important, c'est de savoir si sur un point de vue sanitaire, notre planche à découper mérite sa place dans notre cuisine. Car les planches à découper sont des nids de microbes, surtout si elles ne sont pas bien désinfectées. Et oui, car toutes les planches à découper, que ce soit en plastique, en verre ou en marbre, ont leurs vertus et leurs inconvénients. Si vous faites le choix d'une planche à découper en plastique, sachez qu'elle garde les bactéries dans les petites cavités faites par les entailles des couteaux. Et malgré le lavage, les bactéries ne sont pas éliminées et se reproduisent.
De plus, de petits morceaux de plastique peuvent se décrocher et finir dans nos estomacs. Alors que si vous optez pour une planche à découper en bois, vous faites à 98% le choix de réduire le nombre de bactéries. Parce que la planche en bois, contrairement aux autres matières, se débarrasserait naturellement des germes grâce à sa porosité. Donc pour cette nouvelle année 2018, parmi vos résolutions, décidez de ne plus vous fier au lavage facile de votre planche à découper ou à son côté esthétique, même si cela est important. Une étude a démontré que le bois possédait des propriétés antibactériennes naturelles et était plus hygiénique que le plastique ou le marbre. Petite astuce à base de citron pour nettoyer votre planche à découper. Frottez celle-ci avec un demi-citron. Pour la désinfecter, pressez un citron directement sur la planche et laissez agir le jus pendant 15 minutes. Voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes bien sur Gabon Première. C'est l'entre-deux qui se poursuit. Et Karl Randy Samonjo nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche. C'est un plaisir de vous recevoir ici. C'est votre baptême de feu. Vous nous l'avez dit, vous êtes le chef du pôle management et entrepreneuriat de l'ONG EduCAF. En effet. On va peut-être vous demander, tout le monde passe à la casserole, donc votre avis sur le thème du jour, parlons des délivrances dans les églises aujourd'hui. D'accord, par rapport aux délivrances dans les églises, bon, je ne suis pas de ceux qui jettent leurs pierres n'importe comment. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, si une femme nous trompe, cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont mauvaises. D'accord. Il y a des bonnes églises, il y a aussi des mauvaises églises. Et ces personnes qui critiquent, ce sont des personnes en fait, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Et il est écrit dans les Saintes Écritures que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Il est aussi écrit dans le livre de Corinthiens que le Saint-Esprit nous a donné les dons de discernement des esprits. À cet effet, par le Saint-Esprit, nous pouvons discerner le bon et le mauvais. Donc, je crois que les chrétiens de notre génération doivent invoquer le Seigneur, doivent prier afin de discerner le faux pasteur et le vrai pasteur. Parce que de nos jours, je vous assure que même le diable s'est infiltré dans les églises. La preuve, c'est que même le diable, il a tenté Jésus dans le désert. Il y a des hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui font des miracles, qui font de la magie. Bon, maintenant, la connaissance ne suffit pas. Il faut aussi avoir le discernement des esprits. D'accord, ok, donc en fait la responsabilité revient d'abord au fidèle en premier qui fait donc le choix de cette église. Vous n'êtes pas là pour nous parler de ça aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un projet dont vous êtes, disons, le maître d'œuvre, si on peut le dire ainsi. Il s'agit d'un recrutement que vous avez lancé pour des bénévoles en soutien à un projet. Dites-nous clairement de quoi il s'agit. En effet, je me présente encore, je suis Karl Randy Samonjo. Je suis responsable des missions entrepreneuriales de l'ONG EduCAF. Et pour notre calendrier 2018, nous avons mis en place différentes activités, différents programmes qui vont dans le but de pallier au problème du chômage, au problème aussi de la pauvreté. Parce que je crois qu'en tant qu'ONG, en tant que Gabonais, nous ne sommes pas d'abord là, nous ne sommes pas là tous les jours pour frapper sur le gouvernement, mais nous devons aussi apporter des solutions. Donc, dans le cadre de nos missions entrepreneuriales, nous avons proposé 4 programmes. À savoir, le premier programme, c'est le programme École Cité d'entreprise. C'est un programme ici qui a pour objectif de faciliter la création des entreprises, la création des entreprises au sein des établissements par les étudiants. Le deuxième programme ici, c'est le programme Camping entrepreneurial. C'est un programme ici qui vise à aller dans les quartiers sous-intégrés afin de former les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faudrait noter qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on a comme l'impression que ceux qui n'ont pas fait l'école, ils sont un peu écartés. Et je crois qu'aujourd'hui, pour réussir, nous n'avons pas besoin d'un bac plus 1. C'est important l'école. Nous n'avons pas besoin d'un bac plus 1. Mais il faut également tendre la perche et la main aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. En effet, parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a des femmes qui vendent des gâteaux. Je connais certaines femmes qui vendent des gâteaux dans les quartiers, mais elles arrivent à payer la scolarité de leurs enfants qui sont aux États-Unis. Ça, c'est un modèle de réussite. Ensuite, nous avons le troisième programme, le programme Camping numérique.
qui est un programme ici qui consiste à aller former les jeunes dans les quartiers sous-intégrés aussi, dans le domaine du numérique. Parce que nous savons tous ici qu'actuellement, le numérique est en train de prendre de l'ampleur. Et au niveau du Gabon, le secteur numérique est encore vierge. D'accord. Donc quand vous parlez de numérique, vous avez un secteur en particulier. Il faut dire qu'il est assez vaste. Donc vous parlez de la photographie précisément. Bon, pas seulement la photographie. Il y a ce qu'on appelle le management community. D'accord. Voilà. Le management par rapport aux réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ici qui passent leur temps sur Facebook, sur WhatsApp pour envoyer des photos où ils sont nus. Mais ils ne savent pas qu'à travers Facebook, vous pouvez vous faire de l'argent. Parce que c'est de la publicité que vous faites. Comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, il faudra des personnes qui puissent venir, ces personnes-là, pour leur apporter des solutions. Voilà. D'accord. Et le quatrième projet? Le quatrième ici, c'est le programme âme d'entrepreneur. C'est un programme ici qui consiste à faciliter l'acquisition des AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus aux personnes économiquement faibles. Autrement dit, au sein de l'ONG EduCAF, nous avons pu créer quelques projets dans le cadre du commerce, la cordonnerie, afin de donner ces projets à ces personnes-là. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui veulent entreprendre, mais ils n'ont pas les idées. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, ou alors vous nous expliquerez comment. On voyait EduCAF beaucoup plus dans le sens éducatif. Comment arrive cette ouverture vers d'autres... Oui, en effet. Voilà, ça me fait même rire parce qu'aujourd'hui, on considère un peu l'ONG EduCAF comme une organisation qui passe son temps à porter plainte à la Cour constitutionnelle. Bon, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas nos différentes missions. L'ONG EduCAF ici a 4 missions. Nous faisons dans l'éducation entrepreneuriale, cette mission qui m'emmène à être sur votre plateau. Nous faisons dans l'éducation sociale, dans l'éducation académique et aussi des plaidoyers. Maintenant, dans nos missions plaidoyers, tout le monde le sait, on voit souvent M. Geoffroy Foumoula en train de taper sur les membres du gouvernement. Ce sont ses missions à lui. D'accord. Voilà. Mais pour revenir donc à cette mission entrepreneuriale, c'est vrai que vous parlez d'une formation. C'est bien beau d'être formé. Est-ce que vous avez pensé aux moyens de financement une fois que la personne a l'idée de l'entreprise? Est-ce que vous l'accompagnez vers la formalisation de son entreprise? D'où viennent les moyens? Oui, actuellement, avec mon équipe, nous sommes en train de mettre des stratégies pour atteindre cet objectif. Là, actuellement, nous sommes en train de réfléchir comment créer un club d'incubateurs, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous diviser pour atteindre des objectifs, mais nous devons nous rassembler. Ce club ici permettra de réunir, exemple, G-Lab, réunir GIE, pourquoi pas, réunir Ogwe Labs, dans le but d'accompagner ces jeunes qui se trouvent dans les quartiers sous-intégrés pour réaliser leurs différents projets. Est-ce que vous ne deviez peut-être pas faire l'inverse? Est-ce que vous n'avez pas mis un peu la charrue avant les bœufs, former avant de chercher les investissements ou alors avant de chercher les moyens de financement? Est-ce qu'il ne fallait pas faire l'inverse d'abord? En fait, tout le calendrier a été déjà mis en place. Bon, là déjà, je explique en gros en fait, notre stratégie. Et donc cet appel à candidature, il vise qui véritablement? Ok, cet appel à candidature ici vise aux personnes en fait, qui veulent bien nous accompagner dans la réalisation de ces programmes. Bon, s'il y a des personnes qui veulent nous soutenir sur le plan financier, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sur votre page Facebook, on lit bien que vous appelez, c'est un appel à candidature pour des bénévoles pour la réalisation de ces projets. Donc expliquez-nous véritablement ce volet-là avant de parler du volet financier peut-être. Non, en fait, volet financier parce qu'on on parle de la grâce, je profite de la situation. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui seront touchées dans cette émission pour nous accompagner dans la réalisation de ces différents programmes. Bon, maintenant, par rapport à votre question sur nos recrutements, sur les bénévoles, bon, ici, ça consiste ici à regrouper un ensemble de personnes, étudiants. S'il y a des étudiants aujourd'hui, par exemple, qui n'ont rien à faire, qui ont besoin d'expérience, pourquoi pas, ils peuvent nous accompagner. Dans le cadre de nos les missions projets. Seront lesquelles? Vous avez là un moyen pour appeler ces personnes qui vous regardent un instant. Donc dites-nous quelles seront les missions effectives de ces personnes qui voudraient bien rejoindre le mouvement. D'accord. Par rapport aux différentes missions de ces personnes qui vont rejoindre ce mouvement, actuellement nous avons besoin des chefs de projet, nous avons besoin des superviseurs, nous avons besoin des marketeurs
pour nous accompagner dans la réalisation de ces tâches. Est-ce que vous avez déjà quadrillé? Vous avez une zone géographique déterminée? Vous allez agir où précisément? Bon, actuellement, je préfère ne pas me prononcer sur le sujet, mais c'est déjà fait. Alors, c'est vrai que c'est également ce qu'on reproche un peu à quelques entrepreneurs ou porteurs de projets au Gabon. Vous avez peut-être peur en disant ou en dévoilant tous les coins, recoins de votre projet qu'il vous soit chippé, on va utiliser cette expression. Mais si vous ne vous ouvrez pas, comment on saura pour vous aider? Comment on saura quel point exactement? Je ne vais pas vous forcer à vous ouvrir. Si vous ne voulez pas vous ouvrir, ce n'est pas grave. Donc, vous avez peut-être un contact, une page Facebook pour des personnes qui voudraient prendre attache avec vous pour la mise en œuvre de ce projet? Ok, pour le moment, pour des personnes qui veulent prendre contact avec nous pour la mise en place de ce projet, nous répondons au 04 58 24 61. Maintenant, il suffit aussi d'aller sur notre page Facebook EduCAF pour nous contacter. Voilà, je pense que le message est passé. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de l'ONG EduCAF ou alors tapez simplement EduCAF sur Facebook et vous aurez toutes les informations. Vous pouvez rentrer en contact donc avec eux pour voir comment les soutenir dans ce projet. C'est le moment d'aller à la découverte de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Elle nous en dira un peu plus dans quelques instants seulement de l'autre côté. À tout de suite. Extraite des hauteurs des collines de Bigou, petite bourgade située à 800 km au sud de la capitale gabonaise, la pierre de Bigou est une roche que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. La pierre de Bigou, à l'origine, a été découverte en Bigou. C'est une région de notre pays, au sud, dans l'Angouli. J'ai été choqué par le fait qu'arrivé à Ouagadougou, avec la direction générale de l'artisanat, les Européens même que j'ai rencontrés là-bas, les Africains de l'Ouest que j'ai rencontrés là-bas étaient surpris de constater qu'au Gabon, il y avait une pierre qu'on appelait la pierre du Gabon, parce que là-bas nous l'avons présentée comme étant la pierre du Gabon, qui revenait d'une contrée appelée Bigou. Transmis de père en fils, le travail de la pierre a engendré des générations d'artisans sculpteurs. Pour vraiment être un bon sculpteur, on n'a pas besoin des études supérieures. C'est un don de famille. Ça va de père en fils, de neveu à oncle, etc. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous dites en français. Et c'est au produit fini que l'on reconnaît l'artisan. Parce que chacun de nous a sa manière de faire les traits des visages de femmes. Mais pour le plus grand nombre, ils se disent que c'est le même visage. Non, ce n'est pas le même visage. En tant qu'artiste, si vous allez chez un autre qui n'est pas d'ici, il vous dira que ce visage, c'est telle personne qui l'a réalisé, parce qu'il connaît distinguer. Mais chacun de nous a sa manière de faire les traits de visage. Il y en a qui les font plus gros, il y en a qui les font très fins. À Libreville, on retrouve la direction générale de la COPAM, coopérative de la pierre de Bigou, à laquelle s'est associés les artisans sculpteurs depuis 1981. Essentiellement composé d'une boutique et d'un atelier semi-technique, le travail s'y fait à la chaîne, assis ou debout. Chaque artisan y accomplit sa tâche. Casser, tailler, polir la roche minutieusement avant l'apparition de l'objet d'art. Le hic de cette ambiance, l'exportation massive de ces œuvres soumises à la loi numéro 2/94. Vous ne pouvez pas voyager avec 5, 10 ou 15 pierres. Et pourtant, il y a des familles ou des amis à qui vous pouvez
par séjour à l'étranger au prix quelque chose, d'où du coup il ne peut pas traverser avec ça à l'aéroport. Et qui subit? C'est nous qui subissons. Donc vous voyez du coup que notre marché, vous voyez combien il y a combien là? Un malaise qui persiste lorsqu'il s'agit d'évoquer la relève des sculpteurs de la pierre de Mbigou. Nous, on a supporté ça parce que c'était encore bien hier. Hein? On voyait qu'est-ce que nos parents rentraient comme recettes, comment ils nous traitaient. Mais si maintenant, aujourd'hui, nos enfants ne subissent pas ça, vous voyez, du coup, ils disent, bon, nous, qu'est-ce qu'on fout avec la pierre? Et la relève, vraiment, ce qui est sûr, vous n'aurez pas 15 ou 20 artistes après notre génération. Qu'à cela ne tienne, un plaidoyer allant dans la prise en compte des réalités de ces artisans et mettant fin à la présence de circuits parallèles d'exportation est à envisager. Merci Rona Charline Mouinkondé, donc vous l'avez découvert. Il s'agissait donc d'une découverte sur les tailleurs ou encore sculpteurs de pierre de Mbigou. Et elle nous a rejoint. Bonjour Charline. Bonjour. Je préfère Charline à Rona, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ouais, donc vous allez subir ça comme ça. Donc vous êtes de retour après ce reportage qui n'a pas été des plus faciles. Oui, et c'est le moins que vous puissiez dire en fait, parce que sur place, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Les sculpteurs de la pierre de Mbigou sont en plein processus sur le plaidoyer par rapport à leur situation et ils n'avaient pas vraiment confiance aux journalistes en fait. Donc la présence de médias, de la présence de caméras, ils n'étaient pas vraiment enchantés à l'idée de nous accueillir. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu à être interviewés et jamais le message n'a été Voilà, transmis. exact. En fait, ce qu'ils reprochent aux journalistes précédents, c'est le fait de ne pas avoir mis l'accent sur les problèmes en fait, qu'ils vivent et d'être uniquement, qu'ils se soient uniquement basés sur le côté touristique de l'objet d'art qu'est la pierre de Mbigou. Donc on va faire l'inverse avant de parler de ce côté touristique. Peut-être c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent? Est-ce que c'est des problèmes de matériel? Quels sont ces problèmes? Non, non, pas vraiment un problème de matériel. En fait, il y a quelques années de cela, de l'époque du ministre de la Culture Paul Mba-Bessol, une loi a été instituée qui interdisait l'exportation massive de la pierre de Mbigou, histoire de protéger comme ça les œuvres d'art gabonaises qui se laissaient qui venaient en fait d'ailleurs, qu'on n'arrivait pas vraiment à reconnaître dans le moule, on va dire, géographique en fait. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? Les pourparlers sont en cours avec les différents ministres qui s'enchaînent au fil des gouvernements, mais ils se sentent plus ou moins lésés par rapport à tout cela. Alors, ils voudraient quoi exactement? Qu'on puisse faciliter l'exportation massive de cette pierre-là? Non seulement faciliter, mais plus ou moins ouvrir en fait et apporter s'il faut avoir des sensibilisations, il faudrait que ces lois se fassent avec eux. Pas que les décisions ne se prennent qu'au niveau gouvernemental, qu'au niveau étatique et tout, sans prendre en compte en fait les réalités. Et les réalités, c'est que c'est pas forcément la population gabonaise qui se sert, qui utilise, est leur première clientèle en fait. C'est plus des Européens. Et donc voilà, donc le fait que les personnes, les touristes se fassent arrêter aux aéroports pour des pierres, ça ne les arrange pas du tout. Voilà, mais il faudrait bien sûr qu'en toute chose il y ait un équilibre. Ce n'est pas une ressource inépuisable en même temps. Exact. Alors, parlez-nous maintenant de cette découverte. Il faut dire que c'est des personnes très habiles de leurs mains. On a vu le maquilleur la semaine dernière, on a vu Bunny qui est très habile également de ses yeux, on va le dire ainsi. Ce n'est pas fini. Voilà, et ce n'est pas fini, on découvrira encore des talents gabonais à l'état pur, mais eux, ils le font, mais vraiment à l'antique, quoi. À l'antique, complètement. Et c'est vraiment le côté le plus, je vais dire, le plus intéressant, en fait, c'est dire qu'ils gardent, en fait, les mêmes attitudes que les années antérieures, en fait. Que comme ce qui se passait dans le passé. C'est quelque chose qui s'enseigne de père en fils, je l'ai dit dans le reportage. Et voilà, c'est ça, avec des outils vraiment archaïques. Enfin, on le dit archaïque, mais allez savoir, hein. J'ai essayé, je m'y suis essayé. Non, je veux même pas... ne pas montrer les images. Heureusement, sinon vous alliez revenir avec un doigt en moins, parce que ça a l'air comme ça facile, mais c'est vrai qu'on parle quand même d'une pierre. Exact. Est-ce qu'au niveau des mesures d'hygiène, vous qui avez été sur place, des mesures sanitaires, est-ce qu'ils ont quand même une boîte à la pharmacie? Est-ce qu'il y a quand même des mesures au cas où quelqu'un se blesse et tout ça? J'avoue que je ne l'ai pas vu.
Je ne me suis pas vraiment posé la question parce qu'à les entendre parler, c'est plus, vous savez, Rona, c'est comme au village. Est-ce qu'au village, franchement, on a besoin de trousses à pharmacie? Non, non, non. Ils font très attention, ils sont apparemment très habiles de leurs mains. Je pense que c'est plus pour les nouveaux, en fait, où c'est peut-être difficile, où ils peuvent éventuellement se blesser. Et au niveau des prix, peut-être en parler rapidement. Déjà, nous situer, c'est vrai que le reportage l'a dit, mais peut-être rappeler où exactement vous les avez retrouvés dans Libreville. C'est au village artisanal de la Pierre de Bigou qui est situé au camp de Gaulle. Voilà, donc au camp de Gaulle, vers Libandeng, si je me trompe. Ok, donc en parlant des prix, est-ce que vous avez l'impression que même si le Gabonais moyen veut avoir une décoration à la Pierre de Bigou chez lui, il pourrait l'avoir? Il pourrait l'avoir éventuellement, c'est à portée de toutes les bourses en fait. Et cela dépend de la taille et du choix de chacun. Ils ont même ajouté une petite innovation parce qu'en fait, avant c'était uniquement la pierre, mais maintenant ils ont des cadres photos où qu'ils mettent directement une petite pierre en fait pour pouvoir la rendre encore beaucoup plus D'accord. accessible. Donc en fait, vous avez la possibilité de faire une commande, par exemple, je voudrais un masque encadré, ou alors je voudrais la carte du Gabon avec écrit ceci. Exact. Ils ont également la possibilité de faire des inscriptions. Exact, des petites surprises. Nous avons découvert le cadeau qu'offrira le directeur de handball, en fait, de la CAN, sur place. Ah bon? À ses invités. Ah, ça, faut pas le dire. Faut garder, faut garder ce secret-là. En tout cas, vous avez découvert, mais vous n'avez pas dit c'est quoi. Donc, la surprise reste encore. Merci, Charline. Je préfère Charline, définitivement. Merci, Charline. On se retrouve mercredi, c'est cela? Oui, pour mercredi pour une nouvelle découverte. On ne sait pas encore ce que c'est. Moi, je le sais, mais pas vous. Bon, d'accord. Vous le saurez Je vais fouiner pour vos chers téléspectateurs. Merci une fois de plus, Charline. On va tout de suite prendre la dernière rubrique de l'émission, c'est l'instant LOL. Vous savez, c'était le week-end, donc on a fait un peu le tour des événements et on est tombé dans un mariage. Et ce monsieur, il a retenu notre attention. Regardez. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait rire, mais vraiment, j'ai dit, lol, il faut que je partage ça avec mes téléspectateurs chéris. C'est donc ici que nous mettons un terme à l'entre-deux pour ce lundi 22 janvier. Ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique pour son accompagnement. Merci à nos invités. On remercie également tout le monde, tous ceux qui nous ont regardés, tous ceux qui ont pensé à nous, tous les téléspectateurs qui ont participé au débat d'aujourd'hui. Demain, nous parlerons des musiques aujourd'hui, de la musique aujourd'hui au Gabon et des messages qu'elle comporte. Bien sûr, il faudra revenir sur cette question. Les artistes doivent être des personnes qui sensibilisent. Donc, on en parlera demain avec nos invités sur le plateau. Également, d'autres surprises vous attendent. Donc, soyez au rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.